Et bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous recevoir dans ce 58e webinaire. Euh, on attend encore 2 minutes pour les derniers arrivants. Je voulais remercier les près de 250 inscrits au dernier webinaire, qu'on avait animé avec Arthur Valère et David Pellu, au sujet de tout ce qui est facture électronique, mais notamment le kit, que plusieurs dizaines d'entre vous ont acquis depuis la dernière fois. Donc, je pense que ça va les aider grandement à déployer le projet sur leurs clients. C'est quand même un chantier important, un chantier technique. Moi, je vous avoue que j'ai passé mon propre audit avec une consultante dont je vous parlerai à la fin de ce webinaire. Et franchement, il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de petits détails. Et comme on dit, le diable se cache dans les détails. Donc voilà, je pense qu'il faut pas du tout sous-estimer le sujet parce que, je l'ai dit, répété, c'est pas seulement le choix d'une PA, la signature d'un mandat et puis roule ma poule, comme disait l'autre, c'est vraiment plus complexe que ça. Il faut analyser les flux clients, achat, vente, banque. Il y a quand même beaucoup de petits détails à comprendre, à connaître, qui peuvent rendre des factures non conformes, qui peuvent faire que la facturation se fait pas, que vous ne recevez pas aux factures fournisseurs. Enfin bon, ça peut vite être le bazar. Et sincèrement, moi je suis pas encore rentré dans l'outil de mon choix parce que je l'ai pas encore choisi pour tout vous dire, mais pour mes deux sociétés. Mais quand je vois quand même tous les petits détails auxquels il faut penser, sincèrement, c'est quand même beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Voilà, donc voilà ce petit message passé pour laisser les derniers arrivants rentrer dans la visio. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager mon diaporama. Et je vous avoue très humblement que j'ai été amené à réduire un peu mon sujet du jour, pour une bonne et simple raison, bonne si on peut dire ainsi, c'est que j'ai ma maman qui est partie hier, et donc bon, on s'y attendait, mais voilà, c'est fait. Et donc, bah, du coup, j'ai eu très très peu de temps pour faire une longue préparation comme je le souhaitais. Donc, j'ai voulu réduire à la fois la durée de ce webinaire, mais également le spectre, le sujet de ce webinaire, puisqu'on devait parler à la fois de data, de confidentialité, mais également des progrès énormes des LLM, donc des IA génératives du marché. Et donc bah, là, aujourd'hui, je vous avoue que j'ai pas eu suffisamment de temps ni la tête à travailler autant que d'habitude. Et donc, on va en rester sur ce sujet de confidentialité, qui est un sujet quand même sensible, important. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire en introduction. Je pense que vous voyez mon écran. Donc, on va démarrer. Bon, comme toujours, parce qu'à chaque fois, on me redemande, j'ai toujours des dizaines de gens qui me demandent les liens de replay, les supports et tout ça. C'est toujours la même adresse, c'est toujours le même site web. Donc, voilà, vous avez le lien ici et c'est à jour régulièrement. Passé le week-end, généralement, vous avez le support diaporama et vous avez le replay vidéo. Donc, voilà, vous pouvez récupérer tout ce qu'il vous faut ici. Bon, je rappelle toujours le livre blanc. Alors, ça fait un moment que je l'annonce. Je suis toujours en attente des derniers témoignages de personnalités, qui sont invités dans ce livre blanc. Mais ça y est, on voit le bout du bout et je pense que ça va bientôt sortir. Alors, le programme de notre webinaire, donc déjà, merci aux 250 inscrits la semaine dernière. Merci donc aux gens qui ont donné suite à notre offre. On parlera donc de la confidentialité des data, un sujet un petit peu paradoxal selon moi. On parlera d'un sujet d'actualité auquel on a un peu échappé. On est le 17, donc le 14 exactement, il y a 2 ou 3 jours, qui est un règlement de la Commission de l'Union européenne
qui voulait mettre une porte d'entrée dans tous nos outils de messagerie cryptés, non cryptés, etc., sous un très bon prétexte comme d'habitude. Sauf que là, on rentre dans un système de contrôle social, hein, tel qu'il en existe en Chine et peut-être encore mieux qu'en Chine. Donc là, ça a été pour l'instant repoussé. Donc la session du 14 n'a pas permis un vote. Par contre, c'est repoussé à début décembre, les 6 et 7 décembre 2025. Et donc, voilà, je voulais quand même vous en parler un petit peu parce que c'est pas neutre. Vous êtes toutes et tous des citoyens avant d'être des experts comptables. Et donc, je pense que ça vaut le coup d'en discuter un petit peu. Et puis donc les prochaines dates, le 24. Alors, je sais que ça sera en pleine vacances scolaires, mais peut-être certains d'entre vous seront dispo. Et de toute façon, il y aura les replays comme d'habitude. J'animerai avec Anne Richer, consultante, la façon de réaliser un audit de facture électronique. Donc Anne, autant moi j'ai mis les doigts un peu sérieusement dans le sujet, autant elle est une vraie praticienne qui travaille en accompagnement de TPE, PME et donc avec laquelle d'ailleurs j'ai passé un audit d'une journée cette semaine, en début de semaine. Et je vous dis, vraiment, je me suis rendu compte à quel point il y avait beaucoup de détails à gérer. On a passé une journée entière ensemble. Et là, je suis pas du tout au bout de l'histoire, quoi. C'est-à-dire que là, maintenant, il va falloir que je mette en place un certain nombre de dispositifs. Il va falloir que je fasse un choix de PA. Il va falloir peut-être même que je migre d'outils de facturation et solutions de dématérialisation. Donc voilà, ça va être quand même plusieurs heures et sûrement peut-être une vingtaine d'heures ou une trentaine d'heures de travail. Et sachez que pour une grande partie de vos clients, ça risque d'être pareil. Voilà, donc avec je vous dis, tous les risques que ça peut comporter de pas bien faire ce travail-là. Donc la semaine prochaine, c'est ce sujet-là, et j'ai repoussé à la semaine d'après, puisque j'avais pris date avec Anne le 24, donc j'ai pas voulu la décaler. Le 31, donc le vendredi d'après, on reviendra sur l'actualité des grands éditeurs de l'IA qui sortent des nouveautés comme jamais. Ça va à une vitesse folle à tous les niveaux. C'est assez monstrueux. Voilà, ça c'est notre programme. Donc voilà, un petit merci aux cabinets qui nous ont suivis. Bon, effectivement, ça fait plaisir d'être un peu suivi parce on est au 58e webinaire, on déploie beaucoup de choses, on crée des outils, etc. Le fait d'être un petit peu soutenu aussi, hein, on ne fait pas de la compta ou de la paye, donc c'est vrai qu'on n'a pas le succès des éditeurs conventionnels de la profession. Mais on a besoin d'être soutenu un peu, hein. Donc voilà, je le dis quand même à tout hasard. Le fait que vous acquériez nos outils, nos méthodes, que vous nous suiviez, etc., c'est important, moralement déjà, mais également évidemment financièrement. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de main de temps en temps et à vous rendre service après, parce que je pense que ce kit, vraiment, on l'a choyé, on l'a peaufiné avec Davy, que je vous ai représenté à nouveau la semaine dernière. On est encore en train d'améliorer le système du robot d'appel qui va pouvoir faire des dizaines de tâches différentes, vraiment avec une qualité qui s'améliore de jour en jour. Je vous en reparlerai parce qu'on a encore imaginé des nouvelles possibilités avec cet outil-là. Ça reviendra dans la conversation. Je sais que pour l'instant, c'est encore un sujet qui vous semble compliqué. C'est encore un sujet que vous avez du mal à appréhender ou à accepter d'ailleurs. Mais bon, sachez qu'à un moment donné, les robots rentreront partout, qu'ils soient virtuels ou qu'ils soient physiques, ça rentrera partout. Et donc, à un moment donné, tous les gens qui se seront arc-boutés sur l'ancien monde auront de plus en plus de mal pour des raisons de rentabilité, de productivité, de rentabilité, et donc pour embaucher, investir, etc. Donc, je pense qu'à un moment donné, il y a pas une urgence folle en apparence comme ça, mais tout est en train de se passer souterrainement. Et voilà, à un moment donné, quand ça va ressortir, ça va commencer à faire mal. Donc, sachez un déploiement d'IA, c'est peut-être encore plus long qu'un déploiement de facture électronique, puisque là, il faut faire changer énormément les mentalités. Il faut aider les gens à se mettre dans une nouvelle logique,
à accepter qu'ils vont abandonner une partie de leur travail pour rentrer dans d'autres choses. Et donc tout ça, le changement humain est beaucoup plus compliqué que le changement d'un seul logiciel. Voilà, bon, vous avez toujours le lien qui est en bas, donc n'hésitez pas à nous soutenir si vous voulez et à vous faire du bien pour les prochains mois. Euh, alors, une information, puisque je parle rapidement de facture électronique. Le deuxième benchmark des plateformes agréées est sorti il y a quelques jours, hein. Et donc, je vous conseille très fortement de le consulter. Vous avez le lien de téléchargement qui apparaît ici, hein, et au-delà de tout un tas d'informations qui sont livrées au début de ce document, un document Acrobat, hein, vous avez surtout, je sais plus si 80 ou je crois qu'il y a plus de 80 PA qui sont benchmarkés sur une dizaine de critères, je crois. Et donc, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, voilà, élargissez votre horizon, hein, puisque effectivement, vous aurez très probablement une, deux, peut-être trois PA prioritaires dans votre cabinet selon un peu vos éditeurs, mais pensez que certains clients auront besoin de PA spécifiques. Et puis, il y a aussi le sujet de ce qu'on appelait les OD avant, donc maintenant les solutions de dématérialisation, puisque tout a changé de vocable. Mais c'est très très important et la partie, j'allais dire OD ou solution de dématérialisation, c'est presque encore plus important et plus complexe à gérer pour vos clients. Et donc là, certes, c'est un peu la deuxième partie de l'histoire, hein. Pour la plupart des clients, ça sera 1er septembre 2027. Mais dites-vous que au-delà de la première étape, faire signer des mandats, facturer des clients, les inscrire sur des PA, etc., et puis commencer à les embarquer dans le déploiement, tout ce que vous aurez fait maintenant, hein, vous fera gagner du temps pour les mois suivants. Et sachez que vous avez quand même deux périodes fiscales au milieu, des vacances et des collabs qui n'ont pas la capacité de doubler leur temps de travail. Donc voilà, je pense que prenez au plus vite le taureau par les cornes et je pense que vous en serez content. Alors, on va attaquer notre sujet lié aux data, à la confidentialité des data. Bon, déjà, ce qu'il faut comprendre, mais c'est juste un rappel, c'est que l'IA, finalement, l'IA générative, c'est trois piliers. C'est des algorithmes, c'est des data et plutôt des big data, puisqu'il faut beaucoup de data à l'algorithme pour être capable d'être, entre guillemets, intelligent. Et il faut de l'énergie, puisque sans énergie, il n'y a pas d'informatique, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas d'IA, il n'y a rien du tout. Donc forcément, la data est l'un des trois de ces piliers-là, hein, et on va en reparler tout de suite. Un petit rappel, vous le savez autant que moi, hein, il y a quelques années, deux éditeurs dominants ont été rachetés. 60% de la data comptable, puisque c'était 60% de part de marché à l'époque. Je pense que ça a baissé depuis. 80% de la data de paye. Ça a peut-être baissé aussi un petit peu, mais peut-être pas tant que ça. Et donc, est-ce qu'il y a eu des réactions à l'époque concernant la data? Certes, il y a eu des gens, des sociétés qui se sont revendues, hein, qui ont été rachetées et donc réexploitées par d'autres actionnaires. Mais concernant la data, est-ce qu'on a eu des réactions? À ma connaissance, les ministères de tutelle, économie, justice, non. Si vous avez une information qui date de l'époque, peut-être donnez-la moi parce que j'ai pas vu à l'époque. Le Conseil supérieur, c'est encore le Conseil supérieur de l'ordre, non. Et je dirais les cabinets, non. Alors je me souviens très bien d'avoir eu de nombreuses discussions avec des experts comptables à l'époque. Je leur en parlais, je leur disais, mais quand même, en termes de souveraineté des data, en termes de machin, vous savez plus trop où les data sont, vous savez pas en termes de stratégie ce que ça peut provoquer. Et là, à l'époque, j'ai eu raison d'évoquer ce sujet-là, puisqu'on a bien vu avec une affaire récente qui s'est passée à Marseille que c'était un peu compliqué pour tout le monde. Bah non, tout le monde regardait en l'air ou regardait ses chaussures ou passait à la question suivante. Et puis, personne n'a vraiment réagi par rapport à ça. On est toujours dans le même sujet hein, aujourd'hui. C'est toujours un peu le même problème. Donc, voilà, c'est quand même un peu paradoxal.
Plus récemment, la plupart des petits éditeurs, hein, je dis petits parce que c'est souvent des éditeurs qui faisaient à peine quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, mais quand même à succès puisqu'ils démarraient bien de la Contatec, ont été aspirés par un groupe un peu nordique, on va dire. D'autres actionnaires enfin d'autres sociétés ont des actionnaires anglo-saxons, un peu à l'instar de Mistral, je vous l'avais dit, qui a fait rentrer pour 1 milliard 4 ou 1 milliard 5 de capitaux liés à des fonds d'investissement. Et derrière, il y a des gens très très connus, souvent américains. Voilà. Et quid des irréductibles gaulois qui sont encore sur le marché, mais dont les produits ont des technos qui sont vraiment vieillissantes, très vieillissantes. Et donc, s'ils veulent rester, il va falloir qu'ils cassent tout et qu'ils refassent. Est-ce qu'ils le feront? Ou est-ce qu'ils vont se revendre? Il y a des très beaux chèques à aller chercher en ce moment. Voilà, donc à suivre. Je pense que l'histoire est loin d'être terminée. Toujours est-il que, à mon avis, dans 3 à 5 ans, 90% des datas seront anglo-saxonnes. Elles seront possédées par des actionnaires anglo-saxons. Voilà, c'est comme ça. Donc à un moment donné, en termes de confidentialité, en termes de souveraineté, etc., ça pose quelques petits sujets. Alors, est-ce que les cabinets sont bien protégés aujourd'hui? Bah, écoutez, je sais pas. Je sais que parmi vous, certains ont fait un gros travail chez eux. Ils ont une infrastructure informatique qui est vraiment très très verrouillée. Ils ont un DPO qui gère les aspects liés au RGPD, tout un tas de dispositifs qui permettent de sécuriser, bah, quelque part aussi en cas de panne, de remonter. Euh, toute la production du cabinet en à peine quelques heures pour que les gens ne soient pas au chômage si jamais il y a un gros problème. Et on a vu des choses il y a quelques années qui se sont passées. Donc déjà, et sachant qu'avec l'IA, la cybersécurité est passée à un niveau très important, parce que l'IA est capable de faire des choses assez dingues entre comment dire, les emails fake, les vidéos fake et plein de choses, et puis surtout les capacités de l'IA à casser y compris des clés de cryptage avec des ordinateurs quantiques, on peut se dire quand même qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup plus de risques qu'avant, et donc il faut vraiment se poser des questions ici. Ensuite, alors ça c'est une question que je pose régulièrement, et régulièrement la réponse est non. Ont-ils tous des messageries cryptées? Ben non, non, pratiquement personne, hein. J'en connais quasiment pas. Voilà, c'est simple, j'en connais pas. Et donc, ça veut dire que vos data, vos conversations, tout ce que vous dites à vos clients, tout ce qu'ils vous disent, les pièces jointes qui sont envoyées, etc. Bah, tout ça, ça passe dans des tuyaux hyper faciles à dérouter et à capter. Et puis je vous parlerai d'autres voies qui font que il y a des éditeurs mondiaux qui ont une capacité à capter à peu près toutes les datas qu'ils veulent très facilement. Donc, pas de messagerie cryptée égale, oui, à un certain moment, vous avez des serveurs qui sont très protégés, mais quand il se passe des trucs entre vous et les clients, ben là, il y a plus rien. Bizarrement, il n'y a plus rien. Et donc, c'est quand même plutôt étonnant. Alors, il y a des initiatives en cours qui sont vraiment très intéressantes. Il y a des cabinets qui essayent de mettre en commun des datas bon, assez sécurisées pour réaliser des analyses, voilà, pour exploiter ces datas de façon à les valoriser. Il y a ce fameux cahier dont vous avez l'image depuis tout à l'heure, un cahier numéro 43 de l'Académie des sciences et techniques comptables et financières, si je ne dis pas de bêtises, qui a sorti au mois d'avril dernier un nouveau cahier sur l'IA générative et la protection des données confidentielles. Donc ça, c'est très intéressant. Je vous conseille de le lire. Je vous ai mis le lien d'ailleurs de téléchargement dessous. Il y a des outils d'anonymisation qui sont sortis. Il y en a plusieurs qui sont sur le marché. Nous, on en a créé un. Il est dans le Pack Tools. Et donc, si vous voulez en parler, ben, n'hésitez pas à aller sur le site web ou à m'en parler, à m'envoyer un petit mot. Il y a des réflexions également qui sont en cours par des cabinets qui essayent de monter
sur des serveurs propriétaires, soit des LLM, soit des small, donc non pas des large language models, mais des small language models, hein, et qui essaient de les héberger avec des technologies comme de la RAG, etc., pour avoir des bases de données d'informations qui sont vectorisées, donc on dit des bases de données vectorielles, et ça permet de mettre des chatbots, on va dire privés, sécurisés, dans lesquels vous pouvez, sans même anonymiser les fichiers, poser des questions, soumettre des fichiers, les faire analyser, etc., les faire exploiter pour faire toutes sortes de choses. Donc tout ça, c'est en train d'arriver doucement, hein. C'est quand même souvent des cabinets avancés, pas forcément des gros cabinets, mais des cabinets plutôt avancés sur l'IA qui sont en train de travailler là-dessus, hein. Donc ça progresse doucement. Il y a des réseaux de cabinets avec lesquels, ou des groupements de cabinets avec lesquels on commence à discuter aussi, qui sont intéressés par des choses comme ça. Donc voilà, c'est en train de monter en puissance aussi. Donc restez pas sur le bord de la route, hein. Il faut vraiment vous mettre dans ces sujets-là. Alors, une petite chose aussi, hein, parce que ça, c'est des choses, des sujets sur lesquels moi je me suis beaucoup documenté depuis au moins 2 ou 3 ans. C'est que ces grands éditeurs mondiaux, bon, je ne vais pas citer, hein, parce que inutile de se mettre un procès sur le dos, mais en fait, ils savent prendre sur vos PC ou vos Mac ou votre smartphone ou vos tablettes à peu près tout ce qu'ils veulent comme data à l'occasion de quoi? Bah, de mise à jour de version, de transfert de fichiers. Hein, je vous avais signalé WeTransfer qui a récemment modifié ses conditions générales et qui a indiqué qu'il était à même de pouvoir exploiter toutes les datas qu'il allait transférer d'une personne à une autre, d'une société à une autre. Donc ça pose un peu de soucis quand même, hein. Et je sais que WeTransfer était quand même très utilisé et nous-mêmes on l'utilisait. Ensuite, il y a des stockages sur des drives. Ça peut être Google Drive, ça peut être d'autres drives plus ou moins connus, plus ou moins techniques, plus ou moins métiers. Ça peut être à l'occasion de scannerisation de documents qui sont stockés sur un cloud, hein. Ça existe aussi, hein. Moi, j'ai un excellent scanner. J'ai une fonction qui me permet de stocker ces documents sur le cloud. Ben là, je sais plus ce qu'on fait de mes documents, quoi, hein. Voilà, et puis ça peut être via des prompts que vous déposez dans les IA génératives, évidemment, des fichiers joints que vous annexez pour faire une analyse, encore une fois, sur ces documents-là. Et puis, une chose dont je parlerai donc le 31, pas le vendredi prochain, mais dans 15 jours, de plus en plus, par exemple, OpenAI est en train de créer un écosystème où l'IA ChatGPT est un peu le centre de l'histoire et via des agents, via différents outils, est capable de lier tous vos outils, toutes vos datas, etc., dans un écosystème complet. Et là, bah, quand vous acceptez de donner ces accès à ChatGPT, donc à OpenAI, qui est derrière, et ben vous commencez à donner l'accès à toutes vos datas, tout ce que vous faites partout. Et donc là, il y a danger maximal à mon sens. Voilà. Donc ça, il faut quand même le savoir, hein, vous le savez, enfin toutes ces grandes boîtes et souvent américaines sont friandes de vos datas et pas que des datas comptables, hein, mais aussi des datas sur de la stratégie, des datas financières, des datas voilà qui ont toutes de la valeur. Je l'avais déjà dit, je crois, la dernière fois ou l'avant-dernière fois, hein, l'UE, donc l'Union européenne, n'était pas en train de devenir une colonie numérique des États-Unis et peut-être bientôt de la Chine. Alors la Chine ne fait pas trop de bruit, hein, comme à son habitude, mais elle avance vite. Je vous avais parlé déjà de DeepSeek. Il y a aussi Qwen, qui est vraiment un très bon outil très économe sur le plan de la consommation des tokens et qui peut rentrer dans la conception d'agents IA pour justement avoir une consommation en termes de tokens relativement faible et peu coûteuse. Voilà, mais après, voilà, c'est la Chine. Bon, je vous l'avais déjà dit, hein, États-Unis ou Chine, c'est un peu tombé de Caraïbes dans ce là, hein. Je ne sais pas si c'est mieux d'un côté ou de l'autre. Très sincèrement, c'est pas un sujet extrêmement simple. Alors,
le troisième point que je voulais évoquer avec vous dans ce bref webinaire, hein, c'est quand même quelque chose qui passait complètement sous le rideau, hein, on n'en a pas entendu parler du tout. Moi, j'ai aperçu depuis quelques jours ou semaines, mais c'est pas très très vieux, des posts qui ont été mis plutôt par des avocats d'ailleurs et qui se sont un peu insurgés sur ce règlement qu'a tenté de faire passer l'Union européenne, et notamment sa commission, puis ça devait partir au Parlement, enfin je sais pas, je connais pas la manip totale, mais je pense que ça devait, le 14, ça devait être discuté, 14 octobre, hein, donc il y a 3 jours, et donc voilà, ça devait être soumis au vote. Et donc ce chat control, alors c'est son nom un petit peu emblématique, mais ça s'appelle le règlement XAR. Et vous voyez en dessous Child Sexual Abuse Regulation. Donc pour des raisons extrêmement compréhensibles et souvent sympathiques, hein, voilà, on ouvre des portes dans nos vies privées, dans nos datas privées, etc. Et à un moment donné, bon, il faut en prendre conscience quand même. Donc ce règlement XAR, ben, il n'a pas été voté pour finir le 14. Il a été, semble-t-il, repoussé au 6 et au 7 décembre pour à nouveau être discuté et peut-être soumis au vote. Toujours est-il que voilà, c'est quand même quelque chose à savoir. Alors c'est vrai que là, quand vous lisez ça vient de BFM TV, hein, donc c'est pas un site spécialement complotiste, hein. Donc, projet controversé qui visait à imposer aux services de messagerie comme WhatsApp de scanner automatiquement tous les messages privés, donc WhatsApp, Signal, Telegram, voilà. Mais ça s'arrête pas là en réalité. Et ça, je l'ai demandé à ChatGPT. Donc, l'un des avocats qui s'était insurgé un petit peu de voir cette arrivée de l'Union européenne qui rampe un peu comme ça, qui essaye de faire passer un petit peu des mesures de surveillance, hein, généralisées. Voilà, donc ce qu'il disait, il disait même, ben, même en Suisse, ça devrait, en tout cas, c'est soumis à passer éventuellement par les autorités suisses. Donc, surveillance des échanges numériques, hein, voilà. Sauf qu'à un moment donné, voilà, c'est un peu comme si le facteur lisait vos lettres juste avant de vous les livrer. C'est à peu près ça. C'est-à-dire que quand vous envoyez quelque chose ou quand vous enverrez quelque chose, ça pourrait être lu avant d'être distribué. Et là, on ouvre une porte qui est extrêmement compliquée, hein, parce que là, le secret professionnel, c'est quand même quelque chose d'important chez les avocats, chez vous, dans le monde médical, peut-être dans le monde journalistique. Enfin, il y a plusieurs secteurs qui sont importants. Ben, moi, je trouve que moi, dans mon monde de consultant aussi, hein, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que mes data et mes échanges avec les clients soient moins confidentiels que d'autres, hein, même si ma profession n'est pas réglementée. Et donc, à un moment donné, ben, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, et je suis encore moins d'accord que ça puisse être des emails personnels qui passent par là. Voilà. Donc là, il y a eu des réactions, soit d'avocats, soit justement de consultants. Hein, voilà, le projet Chat Control soulève un risque bien plus profond que celui des outils d'IA classiques. On n'en parle pas assez. Oui, c'est vrai. Il n'est pas seulement question d'usage, mais d'ingérence systématique dans la confidentialité des échanges privés, y compris ceux protégés par le secret professionnel. Donc oui, ça craint. Et ça craint pour le pro, et ça craint pour le perso. Voilà. Alors, j'ai posé quelques questions à ChatGPT, hein, pour le faire creuser un peu dans c'est quoi ce projet XAR là, dit Chat Control. Donc voilà ce que ChatGPT m'a expliqué, hein. Donc effectivement, on reparle de WhatsApp, Signal et d'autres messageries cryptées, hein. Le texte mentionne explicitement les services de messagerie, mais aussi les fournisseurs de Independent Interpersonal Communication Services, donc, quelque part, bah, ça veut dire les messageries classiques, hein, et voilà, j'ai posé la question après. Donc oui, potentiellement, Outlook, Gmail serait concerné. Donc là, bah, c'est tout le monde, hein. C'est tout le monde. Puis interpersonnel, ça veut dire quoi? Aussi bien dans le monde professionnel que personnel, il y a de l'interpersonnel, forcément. Voilà. Donc là, après, on vous dit oui, mais l'intention, c'est quand même que pour des choses un peu ciblées, etc. Oui, enfin, hein, c'est comme les taxes qu'on vous met en disant que c'est provisoire.
une fois que vous avez ouvert la porte, la taxe, 20 ans après, elle est toujours là et elle a décuplé, quoi. Donc ça, c'est un truc bien connu. On fait accepter des choses aux gens en leur disant non, non, mais c'est pas grave, vous verrez. Et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que c'est devenu une vraie façon de vous contrôler, quoi. Voilà. Alors effectivement, le Parlement européen, bon, s'est exprimé quand même un peu là-dessus. Il a mis des exceptions. Il a dit voilà, ça exclut un certain nombre de choses. Ça exclut aussi, on le verra après, peut-être certaines activités. Bon, j'ai une confiance très très relative en tout ça. Hein. On a vu ce qui s'est passé depuis quelques années sur plein de sujets où notre démocratie est devenue une démocratie de nom, mais de moins en moins de fond, quoi, quelque part. Donc voilà, moi je suis pas de nature à laisser passer des choses comme ça. Hein, et je pense que alors, il y a des pétitions qui ont été posées. Alors je sais pas s'il y en a même pas une sur le site de l'Assemblée nationale. Je pourrais vous retrouver le lien et le mettre. Sinon, il y a eu d'autres pétitions qui ont été émises, mais encore une fois, l'information est très peu connue, plutôt très peu connue. Évidemment, pratiquement jamais débattue dans les grands médias. On préfère vous parler à longueur de temps de ce que va faire le Premier ministre. Est-ce qu'il va encore tenir 3 jours? Est-ce que machin? Est-ce qu'il va faire passer telle ou telle chose? Est-ce que tel parti va... On vous saoule avec ça. Et tous les grands sujets, on n'en parle jamais. Voilà. Donc c'est un petit peu ennuyeux. Voilà. Donc là, il est probable que dans le compromis final, des exceptions pour les communications professionnelles sensibles, avocats, médecins, journalistes. Bon, ils auraient peut-être pu mettre expert comptable aussi. C'est peut-être un manque là de détails offerts par ChatGPT, mais je pense que vous en feriez partie très probablement. Quoique, vaut mieux quand même se rassurer en s'en assurant. Hein. Voilà. Donc, il peut y avoir aussi des limitations territoriales, techniques, etc. Mais encore une fois, quand on ouvre cette porte-là, ça veut dire que techniquement, certaines organisations gouvernementales ou autres, des fois supranationales, vont pouvoir en user et peut-être même en abuser, comme ça se passe à peu près toujours. Voilà. Donc pour l'instant, c'est pas adopté. Hein. Il y a de grosses négociations entre le Parlement, le Conseil à l'Union européenne. Il y a des États qui sont pas d'accord. Alors là, ça a échoué du fait de l'Allemagne. Bon, tant mieux, parce que la France était très positive. Hein. Les deux derniers ministres de l'Intérieur, l'actuel et Bruno Retailleau, le précédent, était très favorable au truc. Bon, sympa. Donc voilà. Je pense qu'il faut pas faut pas lâcher l'affaire. Donc voilà ce qu'il fallait savoir sur le sujet. Hein, je pense que ça mérite que les experts comptables s'emparent un peu de l'histoire parce que moi je trouve que c'est quand même très ennuyeux et ça sert à rien de faire des grands discours sur la confidentialité, sur la sécurité, sur l'éthique, sur plein de choses, si on laisse des failles béantes comme ça, hein, dans nos sociétés, que ce soit civiles ou professionnelles. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes des citoyens comme tout le monde, et donc à même également même sur le plan personnel, de pas forcément accepter ce genre de choses. Voilà. Je vous l'ai dit, ça allait être un webinaire très court. Je vous annonce donc le programme de la semaine prochaine. Hein, comme je vous l'ai dit, c'est le 24 sur l'audit de la facture électronique. On sera avec Anne Richer. Donc Anne est une praticienne de la facture électronique. C'est elle qui a fait d'ailleurs mon audit il y a quelques jours. Très intéressant, très détaillé, très pointu techniquement. Alors, ce qui manque à tout le monde aujourd'hui, c'est d'avoir vu les outils des éditeurs, sachant que les éditeurs, officiellement, on ne les connaît pas encore vraiment tous. Hein. On ne sait pas tout à fait qui va être qualifié en début d'année 2026, comme vous le savez. On n'a pas forcément vu leurs outils à l'intérieur, on va dire, les outils peut-être vus du côté cabinet et vus du côté client. A priori, je vous l'ai dit la dernière fois, le système de validation des factures d'achat, c'est un peu en mode usine à gaz, hein, et donc on peut vite se planter là-dedans.
Elle m'a fait un excellent schéma d'ailleurs, dont on reparlera sûrement la prochaine fois, pour que j'ai les idées vraiment très claires sur la façon dont le circuit, les flux vont se passer aussi bien pour les ventes que pour les achats, enfin pour les achats en premier et pour les ventes plus tard. Mais vraiment, assister à ce webinaire sera très intéressant. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la pratique totalement, hein, et elle a créé des programmes, hein, je vous en parlerai le 24. Elle a créé des programmes de formation. Et là, pour une fois, ce ne sera pas des gens théoriciens, mais ce sera quelqu'un qui est vraiment dans la pratique permanente de ce genre de prestations. Donc ça, on fera le webinaire de la semaine prochaine avec elle. Et donc là, on aura un vrai webinaire d'une heure et demie ensemble. Et donc, la semaine d'après, on reviendra sur les évolutions très, très rapides et très, très importantes, très impactantes aussi, je pense, de l'IA. Voilà, et peut-être vous donner aussi des outils pour voir comment vous pouvez suivre cette actualité sans y passer des heures, parce que vous n'avez pas des heures à y passer, mais sans laisser passer des choses importantes. Moi, je persiste à penser que toute cette IA, tous ces outils-là sont en train souterrainement de faire un énorme chemin. Ça se voit pas trop pour l'instant. Les écarts se voient pas trop pour l'instant, hein. Mais par contre, dites-vous qu'à un moment donné, quand ça va ressortir du bois, on aura des gens qui seront 4 à 5 fois plus productifs que vous. On aura des gens qui seront capables de délivrer de la valeur ajoutée de très haut niveau. On aura des gens qui auront donc des capacités et d'embauche et d'investissement qui seront très très supérieures à la plupart des cabinets. Et donc, ils vont tout arracher. Ça va être vraiment très impressionnant. Donc là, pour l'instant, je vous dis, tout le monde voilà, examine un peu, regarde, met une petite patte de chat pour voir quel goût ça a, quelle odeur, est-ce que c'est trop chaud, trop froid, est-ce qu'on y va, on regarde les autres, on voit que les autres n'ont pas bougé non plus beaucoup, donc on se dit, bah, je suis pas le dernier. Non, non, je pense que c'est pas une bonne idée de fonctionner comme ça. Avancez, faites des tests, lancez-vous l'expérimentation, mettez en place des outils, parlez-en à vos collaborateurs, aidez-les. Et franchement, là, il y a un travail magnifique à faire, mais je pense qu'il ne faut pas laisser déraper les choses en se disant j'ai forcément le temps. Parce que vous avez toujours le temps dans la profession, sauf que le temps lent qu'on a connu pendant 30 ans ou 25 ans est en train de s'accélérer d'une façon qui est spectaculaire. Mais je vous dis, elle est à la fois spectaculaire, mais elle est souterraine. Donc pour l'instant, vous voyez pas encore les effets, c'est pas encore tangible, mais je vous dis, quand ça va ressortir, c'est un peu comme le principe du tsunami. Au début, la vague, elle est sous l'eau, on la voit pas, parce qu'il y a des fonds qui sont importants, et puis le jour où elle sort, c'est vraiment, ça arrache tout, quoi. Et je pense que ça va tout arracher. D'ailleurs, je pense qu'on aura aussi je l'ai déjà évoqué, des offres de compta à coût, enfin à tarif quasiment zéro pour les clients. Et là, ça va mettre en vrac une grande partie des cabinets français. Le jour où ça sort, le jour où c'est connu, où c'est promu hein, fortement par des cabinets qui auront fait cet effort-là de complètement automatiser les choses, ça va être terrible, je pense, quoi. Donc là, il faut vraiment vous dire que c'est quelque chose qui peut être très spectaculaire à un moment donné. Alors, je vais arrêter une seconde le partage. Je crois qu'il y a peut-être des questions. Je vais jeter un œil sur vos petites les chats. Il y a peut-être des choses ici. Non. Est-ce que vous avez des questions concernant la confidentialité? Est-ce que c'est un sujet pour vous d'ailleurs? J'ai parlé d'anonymisation, j'ai parlé de serveurs propriétaires pour mettre de l'IA, j'ai parlé de différentes choses pour vous protéger. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un sujet pour vous ou c'est un problème pour vous? Est-ce que pour l'instant, vous hésitez avant de chercher des solutions? Voilà. Je voulais avoir un peu vos réflexions. Là, n'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat hein, ou dans la zone questions-réponses. Alors, j'ai Sandy qui me dit, je suis étonné de voir certains éditeurs qui lisent les achats de nos clients sans y être invités. Oui, 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 tout à fait. Bah, de toute façon, je pense que voilà,
il va y avoir un combat quoi, pour la data, hein. Je vous l'ai déjà dit aussi, et ce combat va passer aussi par le fait d'être la plateforme agréée, le fait d'être la banque qui est au milieu du jeu, le fait d'être l'expert comptable qui est au milieu du jeu ou l'éditeur qui est au milieu du jeu. Et ces enjeux de pouvoir, à un moment donné, il faut pas croire que ça va se passer dans le meilleur des mondes avec que des gens gentils autour de vous qui vous veulent que du bien. Je pense qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont essayer de prendre le lead, qui vont essayer d'user, encore une fois, d'abuser de la situation de domination du marché. Donc là, sincèrement, dites-vous que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut vous pencher très vite, hein, parce que sinon, je vous dis, ça va faire des différences absolument colossales. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres réactions par rapport à ce que m'a posé comme question Sandy? Alors Sandy, elle se pose des questions sur un nouveau serveur. Effectivement, bah, de toute façon, je pense que par contre, si vous mettez de l'IA, il faut soit des serveurs VPS pour mettre des agents IA. Et ça peut très très bien fonctionner, ça coûte très peu cher. Mais par contre, si vous voulez mettre un small LM, là par contre, il faut des serveurs avec des GPU, hein, donc des puces type Nvidia ou d'autres qui coûtent assez cher. Et donc là, c'est des serveurs à 15, 20 000, 30 000 euros. Donc là, c'est plus du tout la même chose. C'est très puissant et ça permet de faire des choses assez monstrueuses. Mais voilà, ce sont des investissements qui sont pas forcément à la portée de tout le monde, mais si vous les faites pas, bah, vous dépendrez forcément d'hébergeurs ou d'éditeurs qui vont vous le faire payer, peut-être pas d'un coup, mais dans des loyers, enfin des loyers, des abonnements qui vont courir pendant des années et des années. Donc chaque fois que vous allez déléguer la sécurité, que vous allez déléguer votre maîtrise de la data, déléguer des traitements, des analyses, toutes sortes de choses sur vos data, à chaque fois vous allez le payer à terme, quoi. Frédéric qui dit si j'utilise Gmail ou Outlook et que manifestement c'est pas bon, alors je sais pas, je fais quoi? Alors c'est pas bon, je sais pas ce que ça veut dire. Je pense que, alors moi je vous donne un truc hein, que moi j'utilise personnellement. J'utilise les deux, Outlook et Gmail. Et parfois, j'ai une messagerie qui est Proton Mail. Donc, c'est une messagerie suisse hébergés hors Union européenne. Bon, les Suisses ont quand même une certaine qualité sur le secret, hein, et le secret professionnel et personnel et privé. Donc, quand j'ai vraiment des choses qui méritent une grande confidentialité, je passe plutôt par ce genre de boîte mail là et de messagerie là. Voilà, donc c'est une possibilité pour parfois échapper à voilà, des messageries conventionnelles archi connues et qui seraient pas cryptées. Christophe, oui, bien sûr, c'est très important. La sécurité, sécuriser les données liées à l'IA est primordial. Avoir un serveur LLM RAG local est à l'étude. Ben oui, voilà, ça, Christophe, c'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc la RAG, c'est ce qui permet de non plus d'être sur un référentiel de documents, hein, comme quand on fait un GPT dans ChatGPT, on peut dire voilà, voilà l'intention des GPT et voilà les documents de référence sur lesquels l'IA va fournir des réponses en mode chatbot. Là, quand on parle de RAG, on parle de bases de données vectorielles derrière. Donc, c'est des bases de données qui sont découpées justement en tokens d'une certaine façon. Et, euh, et ça permet à l'IA de faire des recherches et surtout de donner des réponses extrêmement rapidement sur de la data qui en plus qui est vivante. Une base de données, c'est vivant, quoi. Ça vit en permanence à tout moment. Dès que quelqu'un saisit, modifie, élimine une information, c'est tout le temps à jour, quoi. Alors qu'un document, un référentiel de document, bah, le document peut vieillir à un moment donné, donc il faut le remplacer, il faut le mettre à jour, il faut y penser, etc. Une base de données, si elle est bien tenue, bien gérée, vous avez une information qui est tout le temps à jour en permanence. Donc effectivement, avoir un serveur sur lequel vous mettez des IA génératives, ça peut être une solution pour éviter les problématiques d'anonymisation. Voilà.
Est-ce qu'on peut faire confiance aux éditeurs cloud comme Sage? Effectivement, faut-il garder son serveur Sage local ou peut-on aller dans le cloud où il y aura toujours un danger, lecture des infos, vol de données, etc. Alors, de toute façon, il y a des dangers, il y a pas de solution idéale, hein, c'est toujours pareil. Euh, Si vous, alors j'ai même vu et discuté d'ailleurs ces derniers jours avec des gens qui ont acheté des PC puissants, alors même pas des PC d'ailleurs, des Macintosh puissants, qui ont une meilleure gestion de la mémoire et qui peuvent charger un LLM dessus. Ah, sauf que là, le serveur, il est carrément au cabinet, quoi. Donc, en cas d'incendie, de vol, je sais pas, d'inondation, tout ce que vous voulez, ben, le serveur, il peut avoir des problèmes. Voilà. Si on a mis des données dessus qui sont très confidentielles et pas redondées, répliquées ailleurs, ben voilà. Donc après, ben, la confiance, c'est toujours pareil, hein, ça passe par des contrats. Il faut y croire à ce qui est marqué dans les contrats. Moi, parfois, je me demande si on se moque pas un peu de nous dans ces contrats-là. Donc là, je mets en cause personne en particulier en disant ça, mais sincèrement, quand on voit comment les choses ont évolué depuis plus de 20 ans, 30 ans, avec les grands éditeurs bureautiques, les grands éditeurs, y compris de données comptables et financières, etc., je me dis que bon, la confiance, ça se mérite hein, quelque part. Et donc, de solutions miracles, il n'y a pas. Les solutions, si vous voulez les prendre à votre charge, le problème, c'est que c'est souvent quand même un investissement au départ, mais après, c'est vous qui le maîtrisez. Ça nécessite d'être un peu plus technique que la moyenne, ou ça nécessite d'avoir des prestataires autour de vous. Et ça, je vous le conseille, qui vont vous aider, parce que là, c'est trop compliqué à gérer soi-même, même si vous avez quelqu'un un peu bricoleur dans le cabinet. Je pense qu'il faut pas jouer avec ça. Là, on est sur des sujets trop sensibles, donc là, il faut s'entourer de prestataires solides. Hein, mais voilà, je pense qu'il. Donc après la confiance, les contrats, ce que disent les uns ou les autres, que ce soit des éditeurs, des hébergeurs ou autres, il y a tout le temps des risques et partout. Donc il faut être dans une gestion de risque. C'est un peu comme de l'investissement. Mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est toujours très dangereux. Donc, il faut toujours avoir des solutions de redondance de la donnée, de sauvegarde, de sécurité, etc. Donc, effectivement, ça a un coût, hein, et je pense que ça aura un coût croissant, là aussi, malheureusement. Et je pense que là où l'IA, par contre, peut vous redonner de la maîtrise et vous redonner de la rentabilité, c'est par le fait elle vous rend plus productif, elle vous rend plus rapide dans ce que vous faites, elle est capable de vous fournir une main-d'œuvre virtuelle, comme avec la RPA, par exemple, qui est beaucoup moins chère que la main-d'œuvre humaine, et sans dénigrer la main-d'œuvre humaine dont on a besoin. Voilà, elle a des capacités qui vous permettent de rééquilibrer le sujet et de pas être uniquement dépendant soit d'une masse salariale elle aussi croissante, soit de techniques qui n'est pas maîtrisée chez vous. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il faut trouver des solutions hybrides, il faut être créatif, il faut tester des choses. Hein, et je dis, la confiance totale à quiconque, c'est toujours dangereux, toujours. Et puis après, ben, je pense qu'il faut pas mal de bon sens aussi. Par contre, le pire, c'est la peur et ne rien faire, quoi. Ne rien faire, c'est ce qui va faire qu'il y a des cabinets qui vont prendre un retard phénoménal et à mon avis qui seront périmés dans 3, 5 ans, 10 ans, peut-être même avant, parce que les choses vont très très vite. C'est tout. Hein, voilà, donc ce que je pouvais vous dire, bon, c'est pas c'est que du bon sens, hein, mais c'est voilà. Donc Frédéric, oui, cette messagerie Proton Mail, alors il y en a sûrement d'autres, hein, des messageries cryptées. Celle-là est assez connue. Elle marche bien, moi j'en suis content. En plus, elle est gratuite. Donc, je sais pas comment il se rémunère. Vous avez quelqu'un de malin va me dire que ce sont mes données qui les rémunèrent. Bon, j'espère que non quand même. Mais en tout cas, elle fonctionne bien, elle est cryptée et a priori, elle est sérieuse d'après tout ce que j'ai pu lire un petit peu par ailleurs. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je vais vous quitter. Hein, donc, désolé de cette session vraiment très raccourcie, mais là,
problème familial qui passait largement devant plein d'autres choses, donc un peu fatigué aussi pour tout vous dire. Ça doit se voir d'ailleurs. Bon voilà, c'est comme on dit, c'est la vie. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end. Merci d'être fidèle encore à ces webinaires. Merci de nous aider si vous êtes intéressé par ce kit. N'hésitez pas à l'acquérir et puis à revenir vers nous si vous avez besoin de qu'on vous aide un petit peu autour de ce kit. Hein, mais réellement, on a mis beaucoup d'idées dans cet outil-là et beaucoup de capacités avec de l'IA en plus avec des formulaires, avec du scrapping de data, avec le robot d'appel, avec plein de choses. Donc, ça sera toujours mieux que vos bons vieux fichiers Excel ou Google Sheet, hein, parce que ça sera totalement dynamique, ça sera totalement rempli par des voies quasi automatiques. Et donc, ça devrait être assez, voire très performant par rapport à ce que vous auriez fait à la main. Donc, ne négligez pas, encore une fois, le temps que ça va vous prendre et surtout le fait de protéger vos collaborateurs au maximum, qui sont quand même la ressource rare aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi, un bon week-end et puis je vous dis à dans une semaine pour cette invitation d'une consultante spécialisée en facturation, en accompagnement de facturation électronique. Elle est vraiment de très très bonne qualité au niveau de ses prestations. Moi, j'ai pu en juger en tant que client. Vraiment très très intéressant. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.